Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. L'actualité ce jeudi au Burkina est judiciaire avec l'ouverture du procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw, jugé par la Haute Cour de justice pour fait d'assassinat, coups et blessures. Le procès a été ajourné pour le 4 mai prochain. Alors que le palais de justice était pris d'assaut par des centaines de journalistes et de curieux, l'Ordre des avocats du Burkina faisait sa rentrée solennelle à Ouaga 2000 sous la présidence d'Europe Marc-Christian Kaboré, le président du Faso. La campagne du deuxième tour de la présidentielle en France a connu hier une brusque accélération avec le chassé-croisé des deux candidats sur le site de l'usine de Whirlpool à Amiens. Du même coup, le ton s'est endurci entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Aussitôt ouvert, aussitôt ajourné, le procès du dernier gouvernement Thiaw a débuté ce matin devant la Haute Cour de justice à Ouagadougou pour être reporté au 4 mai prochain. Sur la trentaine de ministres convoqués, une vingtaine étaient à la barre. Le parquet général, près la Haute Cour de justice, leur reproche des faits d'assassinat et de coups et blessures lors de l'insurrection. Reportage Issaka Ouedraogo, Konsun Koulibaly, Zoubaviel, David Dabiré. Ouverture solennelle de procès ce matin à la Haute Cour de justice. À la barre, un gouvernement. Le dernier formé par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw entre 2012 et 2014. Avant le début des débats, le président de la Haute Cour de justice, Mathieu Bebrigda Ouedraogo, assisté de 6 députés issus des différents groupes parlementaires de l'hémicycle et de 3 juges professionnels de grade exceptionnel, procède à l'appel des accusés. Sur la trentaine de ministres convoqués, une vingtaine répond à l'appel. Les généraux Gilbert Djendjere et Honoré Nabéré Traoré sont également de la partie, mais à titre de témoin. Blaise Compaoré, alors ministre de la Défense et des anciens combattants, est lui absent. Selon l'acte d'accusation du parquet général, il est reproché au gouvernement Thiaw III d'avoir pris des mesures conservatoires en octobre 2014, ayant conduit à la répression de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Et pour permettre au conseil des accusés de mieux préparer la défense de leurs clients, avocats, magistrats du parquet et membres de la Cour conviennent après moult tergiversations de la date du 4 mai 2017 pour la reprise du procès. Selon certains avocats, ce report se justifie du fait que le verdict de la Haute Cour de justice ne donne droit à un autre recours devant une autre juridiction. Il est donc impératif, selon eux, de donner du temps pour mieux préparer ce procès en vue d'une manifestation de la vérité. Du reste, cette demande de report avait été formulée par le barreau burkinabé en vue de permettre aux avocats de prendre part aux différentes activités de sa rentrée qui s'ouvre depuis ce matin et prévue pour durer jusqu'au samedi 29 avril 2017. Le procès reprend donc le jeudi 4 mai 2017 dans les locaux du tribunal de grande instance de Ouagadougou. L'Ordre des avocats a effectué ce matin sa rentrée solennelle à Ouagadougou. Elle est placée cette année autour du thème « Les libertés dans les politiques de sécurité, rôle de l'avocat ». Pendant 3 jours, les avocats vont proposer des solutions axées sur l'efficacité et la performance des politiques sous le prisme des libertés fondamentales. En attendant de revenir en détail sur la cérémonie d'ouverture, voici un extrait de l'allocution que le président du Faso a prononcée ce matin, propos recueillis par Aboubakar Sagnon. La présente rentrée du barreau placée sous le thème « Les libertés dans les politiques de sécurité » interpelle les différents acteurs sur la nécessité d'une réappropriation de leur mission de protection et de promotion des droits fondamentaux qu'on sont, entre autres, la liberté et la sécurité. Elle témoigne aussi de l'intérêt que porte l'ensemble des acteurs au renforcement et à l'ancrage des valeurs républicaines au Burkina Faso. L'approfondissement de la démocratie, la consolidation de l'état de droit et l'amélioration de la gouvernance, qui sont des aspirations fortes des peuples, requièrent que les avocats soient conséquemment outillés pour une contribution efficace à l'expression de la justice, facteur de progrès, de paix et de stabilité politique. C'est pourquoi, au regard de l'évolution constante des règles et instruments juridiques, j'exhorte l'ensemble des avocats au renforcement continu de leurs capacités pour assumer toujours avec professionnalisme leur rôle dans la construction d'une justice de qualité.
Je reste convaincu que la qualité de vos échanges permettra d'obtenir des conclusions qui contribueront à favoriser l'émergence d'un système judiciaire nouveau, source d'équité et garant de la liberté et de la sécurité dans notre pays. L'organisation du meeting du 29 avril prochain se prépare sereinement par l'opposition politique qui a tenu ce matin une conférence de presse. Ont été évoquées les activités avant le jour J et les consignes sécuritaires prévues pour samedi pour les organisateurs. Tout se déroule bien jusque-là et les consignes sécuritaires du jour seront strictement à respecter par tous les participants pour accéder à la Maison du Peuple. Reportage Roger Kam, Abdoul Rasmane Zongo. Consignes sécuritaires et aspects préparatoires du meeting du 29 avril cristallisent l'attention ici au siège du chef de file de l'opposition politique. Il y a d'abord le déroulement de l'activité. Les échos qui nous parviennent sont très positifs. Les citoyens se mobilisent dans tous les secteurs de Ouagadougou et au-delà pour participer massivement au meeting du 29. La sécurité est également un aspect central. Tous les participants doivent se soumettre aux contrôles qui seront effectués par les forces de l'ordre avant l'accès à l'enceinte de la Maison du Peuple. Il est strictement interdit d'être en possession de quelque arme ou projectile que ce soit, armes à feu, couteau, flèches, ciseaux, lances, cailloux, pointes, bois, etc. Toute personne qui se livrerait à des provocations, à des casses ou qui tenterait de semer le désordre sera maîtrisée par le service de sécurité à ses dépens. Pour les organisateurs, ce meeting du 29 avril dans l'enceinte de la Maison du Peuple vise à poser un diagnostic globalement sur la situation nationale, mais aussi à dégager des perspectives. La coopération suisse apporte près de 13 milliards de francs CFA au gouvernement burkinabé. Ce financement est accordé sous forme de subvention pour la mise en œuvre de 2 programmes. Il s'agit du programme d'appui à l'éducation de base phase 4 et du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. La signature de l'accord est intervenue aujourd'hui entre le ministre de l'économie et des finances et les directeurs de la coopération suisse au Burkina. Reportage Ibrahim Sombier, Nathalie Sabadogo. Environ 12 milliards 600 millions de francs CFA. C'est le montant de financement qu'offre la coopération suisse au gouvernement burkinabé. Un financement accordé sous forme de subvention pour la mise en œuvre de 2 programmes. L'un concerne la phase 4 du PAEB, le programme d'appui à l'éducation de base, et le second pour le PAFPA, le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Je voudrais témoigner ici de la gratitude du gouvernement et du peuple burkinabé à la coopération suisse pour cet accompagnement solide, continu, pour accroître l'accès des enfants du Burkina à l'école, une école de qualité, mais aussi pour permettre aux jeunes burkinabés de se former aux métiers qui sont donc porteurs de développement économique. La coopération bilatérale entre la Suisse et le Burkina date de 43 ans. Et c'est ensemble que les 2 pays pourront relever les défis liés à la question de la jeunesse. Le capital humain, c'est des milliers et des dizaines de milliers de jeunes qui cherchent une éducation, qui sont motivés pour l'acquérir. Et nous avons la responsabilité ensemble de lui donner ces moyens d'acquérir la connaissance et la formation professionnelle. En rappel, la coopération suisse a mobilisé près de 70 milliards de francs CFA sur les 4 années à venir pour soutenir le PNDS, le Programme national de développement économique et social. Le projet Amélioration de la résilience des populations sahéliennes aux mutations environnementales, REP Sahel, mise en œuvre dans 7 pays de l'Afrique subsaharienne, arrive à son terme. Les acteurs de ce projet régional se sont réunis à Ouagadougou mardi dernier pour faire le point de leurs actions sur le terrain. Parmi les réalisations de REP Sahel, on note la mise en place d'une cartographie d'occupation de l'espace présentée comme un véritable outil à la disposition des acteurs de développement. Yacouba Gamene, Vincent Tiendrebego, précision. Les participants à cet atelier sont venus des pays du projet REP Sahel.
Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, Nigeria, Tchad et Burkina Faso. Il passe en revue les résultats engrangés par ce projet mis en œuvre par l'OSS, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, entre 2012 et 2015. Et en 2010, il y a le Burkina qui a intégré ce projet qui était au départ sur la surveillance environnementale, c'était purement scientifique. Donc on collectait des indicateurs, on collectait des données pour produire des indicateurs. Ce projet-là concrètement nous a permis de rendre fonctionnelle la mare aux hippos. Et au niveau de la mare aussi, nous avons tout un dispositif qui est en place, donc des stations météorologiques automatiques de réception qui ont des données que nous sommes en train de travailler à ce que ça soit connecté directement au réseau de collecte d'informations météo nationales. Les acteurs du REP Sahel se félicitent des résultats obtenus sur le terrain dans les différents pays. L'une des grandes réalisations étant cette carte d'occupation de l'espace, un véritable outil multifonctionnel. Nous avons réalisé dans le cadre du projet REP Sahel des cartes d'occupation au 1/200 millième, donc c'est une échelle très adaptée pour tous les travaux de planification, d'élaboration de stratégies, de définition des activités de projet de développement sur le terrain. Arrivé à son terme, l'Observatoire du Sahara et du Sahel est sur le point d'élaborer une deuxième phase du projet. Cette phase prendra en compte certains objectifs du développement durable des Nations Unies. Un atelier de validation de la stratégie de communication du projet Adaptation basé sur les écosystèmes et BAFEM se déroule depuis hier au ministère de l'Environnement. Ce projet intervient dans la protection des ressources naturelles dans le corridor forestier de la boucle du Moun et de la Mare d'Oursi dans la région du Sahel. L'objectif de la rencontre est de permettre aux différents acteurs de la mise en œuvre du projet de faire des amendements pour enrichir le document final. Reportage Issa Kafando, Mariam Dao, Vincent Tiendrebeogo. Le projet Adaptation basé sur les écosystèmes est à l'œuvre pour la lutte contre les changements climatiques. À travers cet atelier, le projet veut se doter d'une stratégie de communication. Une stratégie qui vise à faciliter la mise en œuvre du projet par l'adhésion et l'implication des populations. C'est pour effectivement que les bonnes pratiques qui ont été recensées puissent être mises en œuvre à l'effet d'apporter une adhésion des populations à cet important programme qui travaille sur des écosystèmes sensibles au niveau de la région du Sahel et dans la région de la boucle du Moun. Donc c'est pour surtout valoriser et mettre en œuvre les bonnes pratiques et bien sûr dans une stratégie communicationnelle, ce qui est comme mauvaise pratique à bannir pour que ce programme puisse atteindre ses objectifs. Il s'agit pour ces 28 participants d'examiner et d'amender les différents axes de communication proposé par le consultant. Nous avions proposé une stratégie de communication qui vise deux objectifs. Le premier objectif, c'est créer une sorte de visibilité autour du projet, qui est une espèce de pilote de l'ensemble des actions qui doivent être déployées dans le cadre de la protection à la fois de l'environnement, mais de la lutte aussi contre la désertification et toutes les pratiques négatives allant à l'encontre justement de toutes les pratiques qui doivent être mises en place pour sauver l'environnement. Le document qui sera donc validé à l'issue de cette rencontre devrait permettre la bonne exécution de ce projet dans les régions de la boucle du Moun et du Sahel. L'école primaire privée Sacré-Cœur A de Gawa, en plus de l'enseignement ordinaire, forme des élèves malvoyants, des handicapés visuels au nombre de 5, prennent les cours avec les autres élèves. Ces élèves malvoyants, après 4 ans d'enseignement de braille, poursuivent leurs études dans les mêmes classes que leurs congénères. Comment ces non-voyants arrivent-ils à suivre les cours avec leurs camarades bien portants? S'en sortent-ils malgré leur handicap? Les précisions, Oumarou Sagnon, Dimitri Badini, Agawa. Ces enfants ôtés de vue apprennent à lire et à écrire, aux côtés des élèves bien portants de l'école Sacré-Cœur A de Gawa. Munis de poinçons, de tablettes pour écrire, ces malvoyants apprennent leurs leçons assistés de leurs camarades. Le problème que nous traitons avec les camarades, de chercher d'abord le prix de mettre. Si on rentre en classe et qu'il y a quelque chose, on met au tableau. Bon, mes camarades me dictent. On a fait les leçons de conjugaison. J'ai tous avec ma main et puis j'apprends. Les enseignants de l'école pendant les cours développent des techniques permettant aux handicapés visuels de suivre
en mettant à leur disposition des élèves tuteurs pour les guider. J'essaie d'adapter mon enseignement à leur handicap. Voilà. Ils suivent avec les autres. Il y a des élèves qu'on appelle des élèves tuteurs. Ils dictent les leçons pour lui. Voilà. Ils accompagnent. Ils l'aident à faire les exercices. Surtout que je ne suis pas formée en braille. Il y a un maître qu'on appelle le maître de suivi qui m'aide. Avant d'intégrer l'enseignement ordinaire, ces enfants malvoyants ont 4 années maximum à passer dans l'unique salle réservée à l'initiation en braille. Un nombre d'années équivalent au niveau de CE2 dans l'enseignement classique. Un enfant qui a perdu la vue au cours d'une année scolaire, nous récupérons cet enfant et nous lui apprenons tout simplement à lire et à écrire. Et avec ce genre de cas, c'est en moins d'1 an. Les élèves bien portants, sans faire barrière au handicap de leurs camarades, leur témoignent de la sympathie. Et plus, leurs encadreurs les trouvent intelligents et studieux. Ce qu'il faut se dire que c'est des enfants qui ont plus de capacités que ceux-là même qu'on trouve, on dit leur nom en fonction de la maîtrise du braille, dans quelle classe on peut les intégrer. C'est le CE, mais généralement, on prend le CE1, qui est la première classe de CE, mais pour certains qui sont tellement surdoués, ils peuvent aller directement au CE2. Quand ils arrivent, il y a une sensibilisation d'abord qui est menée rapidement au niveau des classes dans lesquelles ils vont intégrer, pour dire aux enfants là que ces autres-là, vous êtes tous pareils. Il n'y a pas de différence entre vous. Au départ, 13 malvoyants inscrits, ils sont 6 à poursuivre. Et le plus avancé fait cette année la 6e. Quant à Robert et Chonta Somé, ils ambitionnent de devenir respectivement enseignants et sœurs religieuses. L'actualité internationale par cette nouvelle brève, donc on commence par ça. Hissène Habré est condamné en appel à perpétuité pour crime contre l'humanité. Le tribunal spécial africain a confirmé en appel ce matin à Dakar la condamnation à vie de l'ex-président tchadien. Il avait été jugé en première instance pour crime contre l'humanité et crime de guerre en juillet 2016. La campagne du deuxième tour de la présidentielle française a connu un grand moment de communication hier, une sorte de surenchère entre les deux candidats qualifiés pour le 7 mai. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont précipités à Amiens au nord de l'Hexagone pour rencontrer les salariés d'une usine menacée de délocalisation en Pologne. On peut dire que la confrontation directe entre les deux candidats est bien lancée maintenant. Les salariés en grève de Whirlpool, objet d'une bataille de communication entre les deux candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, originaire d'Amiens, avait promis la semaine dernière qu'il leur rendrait visite. Une rencontre avait donc été organisée avec l'intersyndicale à la Chambre de commerce et d'industrie. Mais il est déjà trop tard. Pendant qu'Emmanuel Macron est à la Chambre de commerce, Marine Le Pen fait irruption sur le parking de l'usine où des salariés tiennent un piquet de grève depuis lundi. Et l'accueil qui lui est réservé est triomphal. Que Emmanuel Macron venait ici et qu'il n'entendait pas rencontrer les salariés, qu'il n'entendait pas venir sur ce piquet de grève, mais qu'il allait à l'abri dans je ne sais quelle salle de la chambre de commerce pour rencontrer 2-3 personnes triées sur le volet, eh bien j'ai trouvé que c'était une preuve tellement de mépris à l'égard de ce que vivent les salariés. Aussitôt après ce coup d'éclat de la candidate, son adversaire tient une conférence de presse pour annoncer qu'il va se rendre l'après-midi sur le piquet de grève. Il y est accueilli par une foule de journalistes et par les sifflets des grévistes. Mais il finit par réussir à échanger avec eux pendant 1h30, beaucoup plus longtemps que Marine Le Pen. C'est pour ça que je ne suis pas venu sur le site d'abord. Et c'est pour ça que vous ne retrouverez jamais chez moi le comportement clientéliste qu'il y a eu ce matin avec Madame Le Pen. Si ça vous fait plaisir, eh ben, très bien, suivez ça. Mais moi, je verrai toujours d'abord l'intersyndicale, surtout quand elle prend ses responsabilités, ce qui a été le cas. L'usine Whirlpool fabrique des sèche-linges dont la production doit être délocalisée en Pologne l'an prochain. Elle compte 290 salariés, auxquels s'ajoute une soixantaine d'autres d'un sous-traitant. 2 dossiers de reprise jugés sérieux sont en cours d'étude par la région et l'État. L'ouverture du procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiawo constitue le sujet phare à la une de tous les quotidiens de ce jeudi. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. Les regards sont tournés vers la haute cour de justice où s'ouvre ce matin le procès du dernier gouvernement Thiawo. Mais l'audience va-t-elle vraiment s'ouvrir ce matin? Interroge l'observateur Palga et le Pays qui table sur la demande de report introduite par les avocats.
Fait reprocher à ce gouvernement, il avait demandé, explique le quotidien, de prendre une réquisition complémentaire spéciale faisant appel à l'armée pour maintenir l'ordre avec usage d'armes à feu. Cette réquisition s'adosse sur un décret de 2005 qui stipule en son article 15 que l'armée peut être requise par une réquisition complémentaire pour l'emploi de la force, précise aujourd'hui au Faso. Pour ces faits, écrit Sidoya, les anciens ministres sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui s'était soldée officiellement par 24 morts et plusieurs blessés. Le pays précise qu'en plus des ministres, les premières autorités de l'armée comme Gilbert Diendéré et les chefs d'état-major des armées et de la gendarmerie sont accusés. L'Express du Faso précise que seuls 2 ministres ne sont pas à la barre, celui des Sports, Yacouba Ouedraogo, et Clotilde Ki, du Budget, en mission lors des faits. On saura donc avec ce procès comment la machine s'est enclenchée au niveau de l'État jusqu'aux dates fatidiques des 30 et 31 octobre 2014, souhaite le quotidien. Mieux, poursuit aujourd'hui au Faso, les réponses à certaines questions devraient être trouvées. Quels sont ceux qui ont tiré sur la foule? Qui sont les commanditaires? Qui commandaient réellement la Grande Muette ce jour-là? Pourvu que le droit soit dit, espère le quotidien, car si la vraie justice est rendue sans passion, ce procès devra tracer les sillons de la réconciliation tant sérénée dans les bouches, mais non présente dans les cœurs, conclut aujourd'hui au Faso. Réponse à toutes ces interrogations le 4 mai prochain, puisque le procès qui s'est ouvert ce matin a été ajourné à jeudi prochain. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.